Maintenant? C'est bon? 1, 2, 1, 2, test micro. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci de garder la pêche en ces presque 16 heures de l'après-midi de cette première journée. Je vais vous poser des questions immédiatement. Alors, qui sont dev? Lève la main. Qui sont DevOps? Archi? Autre tech? Bon, il y a quand même pas mal de devs, c'est cool. Est-ce qu'on a des PO? Un tout petit peu. Des Scrum Masters, des coachs? Un tout petit peu aussi. Est-ce qu'on a des gens du recrutement? Des gens du commercial? Des project managers? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu une transformation organisationnelle, agile ou pas, dans votre mission, dans votre job? Lève la main. Il y en a pas mal quand même, il y en a beaucoup. Levez la main pour qui ça s'était super bien passé, c'était génial. Ah, levez, c'est pas vrai. Levez la main pour qui c'était pas ouf. Il n'y en a pas tant que ça, ça marche. Eh ben merci beaucoup. Maintenant, c'est à mon tour de me présenter. Je m'appelle Elisabeth. Ça fait plus de 2 ans que je suis Scrum Master Coach Agile chez Hippon Technologies à Lyon. Avant ça, par contre, j'étais dans l'industrie mécanique. Je suis diplômée arts et métiers. Donc, pendant 7 ans, j'étais ingénieur industriel, process, méthode. Donc, je m'occupais de déployer des lignes de production, notamment des lignes d'usinage de pièces mécaniques. Par exemple, les engrenages qui vont dans les boîtes de vitesse. Donc de la mécanique usinée au micron et évidemment contrôlée au micron, etc. Donc par ça, j'ai eu l'occasion de faire énormément de lean management, d'amélioration continue, mais aussi du changement culturel, d'où aussi la complicité avec l'agilité quand je l'ai rencontré dans ma carrière. Voilà. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter et LinkedIn. Et alors évidemment, cette expérience dans l'industrie, ça forge énormément mon regard sur le monde. Et j'ai même pu en fait constater, observer des modifications dans le sens organisationnel et technologique de façon assez directe. Ouais. Alors je n'étais pas là dans les années 1900, j'espère que ça se voit, quand Henry Ford disait que le client a le choix de la couleur de sa voiture tant qu'elle est noire. Les temps ont bien changé, donc si avant le client il n'avait pas le choix, on se foutait de ce qu'il voulait, il n'avait tout simplement pas de rapport de force. Aujourd'hui, si tu n'écoutes pas ton client, potentiellement, tu n'as aucun business. Donc, le monde a vraiment évolué depuis. Aujourd'hui, sur une seule ligne de fabrication, si avant on avait un modèle, un process, un outil, une couleur, aujourd'hui, pour une voiture neuve, on a plus de 30 options. 30 options. Et sans parler de la couleur. Donc depuis, pour résumer très grossièrement l'évolution mondiale du marché extérieur mais aussi interne, parce qu'il y a aussi la mentalité des employés en interne qui ont été modifiés. Grosso modo, le client, on s'en foutait. Aujourd'hui, on s'en fout pas, mais surtout, le client, il sait pas toujours ce qu'il veut. On aimerait bien savoir comment produire les choses, mais en fait, on sait pas toujours. Et on espère vivement que rien ne changera au cours du temps. Forcément, c'est risqué, on perd de l'argent, on perd du temps. Mais bon, c'est pas vraiment la réalité qu'on a, et même qu'on a eu, qu'on soit en agile ou pas. Alors comment on fait? Pour s'adapter, on a le mot agilité qui se ramène avec un énorme nuage de mots. Super appétissant. On va améliorer la qualité, réduire les coûts, améliorer la satisfaction client, les gens vont être plus contents, on va plus parler, etc. On a vraiment énormément, on va produire régulièrement vraiment des mots qui donnent envie. Mais au final, c'est qui Gilles? C'est quoi la méthode agile? Et pourquoi Elisabeth, elle ne veut plus parler agile? Alors, là, ça va être un petit peu moins rigolo. On va retourner aux bases et on va aller droit au but. Donc l'agilité, un mindset, une philosophie, un état d'esprit défini par 4 valeurs qui elles-mêmes sont définies par 12 principes ou plus. Et ça, c'est de la théorie. C'est du mindset. En ce qui concerne la pratique, ce qui est palpable dans la matière, c'est des pratiques du type pair programming, type daily, etc. Et ces petites pratiques-là, elles sont représentées par des petites billes rouges ici. Elles sont illimitées, forcément, puisqu'on puise nos racines dans quelque chose de théorique, de très très théorique. L'articulation logique entre quelques bonnes pratiques, ça va nous former
un framework, un cadre de travail. Ici, on a 3 exemples. Kanban, Scrum, Safe, bon, c'est vraiment ceux qui sont les plus connus. J'insiste sur l'articulation logique entre les bonnes pratiques. Par exemple, un daily, si on se réfère au Scrum Guide, il n'a pas beaucoup de sens si on n'a pas un sprint goal, qui lui-même doit être érigé dans un sprint planning, qui lui-même n'a pas beaucoup de sens si on n'a pas fait une revue de notre produit et si on n'a pas fait une rétro juste avant, qui elle-même doit être prise dans une itération la plus courte possible, etc., etc. Il y a une suite normalement. Bon, B.A.B.A. Ensuite, oh, merde, c'est vide. Alors, interrope surprise. Qui connaît par cœur les 4 valeurs agiles? Lève la main. Ah, j'ai vu une petite main là. Bon, qui en connaît une au moins? Vas-y. Alors, ça peut être un principe, mais pas une valeur. Quelqu'un d'autre veut tenter? Excuse-moi? Voilà, l'interaction. Autre chose? Un produit, un service qui fonctionne est plus important que suivre un plan, par exemple? Oui? La collaboration. Bon, allez, je ne vais pas vous faire interroger plus longtemps que ça. Par contre, ces valeurs-là, aujourd'hui, je vous invite à les voir d'une autre façon, d'une façon un peu plus contrastée. Je voudrais d'abord parler des valeurs qui, elles, sont ce que j'appelle moi notre héritage industriel. Donc je reviens à Ford dans les années 1900. Alors pourquoi je reviens à lui? Parce que finalement, pendant plus de 100 ans, l'industrie entière, finalement, je peux dire du monde, en tout cas de l'Europe, de la France, était basée sur ces 4 piliers-là. Ces 4 piliers-là, c'était les piliers du succès de la plus grande partie, dans la plus grande majorité des entreprises qui sont aujourd'hui notamment des empires. Donc qu'on aime le entendre ou pas, c'est un peu le cas. Maintenant, aujourd'hui, le monde a changé, comme je viens de dire. On a compris que l'adaptation au changement, c'était nécessaire pour une entreprise pour survivre. Donc, de ce fait, un plan figé, la négociation contractuelle extrêmement punitive, ça commence à être compliqué pour s'adapter au changement, donc on va collaborer un peu plus avec les fournisseurs. Donc, on va plutôt suivre un service ou un produit lui-même, plutôt finalement que de l'administratif, ce que je mets aussi dans la même catégorie que la documentation. Et donc, justement, le process super bien érigé et rigide commence à être aussi un petit peu cassé par ce principe de l'adaptation au changement. Ok. Donc là, dans ce Rex, on traite d'un client qui demande une transformation agile. Donc il faut comprendre quand on arrive chez un client comme ça, ou même un client qui ne demande pas une transfo, mais qui veut l'efficacité dans une équipe de développement, par exemple. Donc lui, il est plutôt en bas. Ça fait des années qu'il est en bas. Et donc quand on lui propose des choses en haut, il est peut-être intéressé, le client, mais tout ce qui est en haut, il ne va pas le voir comme des valeurs, il va les voir comme un process et des outils. Je regarde vite fait l'heure. Hop. Alors le cargo culte, qui en a entendu parler? Ah, c'est bien. J'aurais voulu voir plus demain. D'habitude, je mets une vidéo ici, mais on va pas avoir trop le temps aujourd'hui. Pour résumer et aller droit au but, c'est imiter des comportements sans en comprendre le fonctionnement et surtout en espérer les mêmes résultats, les résultats qu'on veut avoir, les résultats positifs. Ici, on a une image d'un monsieur avec une voiture. Il n'est pas très satisfait de la puissance et de la vitesse de sa voiture. Il a constaté visuellement que les voitures qui vont vite, elles sont d'une couleur rouge, elles ont un petit logo jaune avec un petit cheval noir sur le logo jaune. C'est ce qu'il constate visuellement. Il ne sait pas comment ça fonctionne derrière la carcasse. Donc il s'est dit, je vais colorer ma voiture en rouge et puis pour aller plus vite, je vais faire une carcasse rouge autour. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe quand on prend les valeurs agiles comme des process et des outils, on les met comme en fait un chapeau supplémentaire sur nos process existants. Résultat, peut-être qu'il va se prendre un mur parce qu'il ne va pas très bien voir, il ne va pas rouler plus vite. Ici, c'est peut-être le monsieur avec sa voiture qui s'est pris un arbre, mais c'est peut-être aussi le même monsieur ou une autre personne à qui on a donné une tronçonneuse et qui a voulu faire le ménage dans le jardin et ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, résultat, évidemment, les tronçonneuses, c'est mal. Bon, c'est une petite blague pour dire que si on prend un outil ou quelque chose d'aspect visuel et on se réfère que au sommet de l'iceberg qui n'est que visible,
Par exemple, on aimait énormément blaguer à l'époque, avant le télétravail, c'était les post-it. Donc un Scrum Master ou un coach agile, c'était la personne qui se promenait avec ses post-it et qui les collait sur tous les murs. Ça, c'était le grand sommet, vraiment sommet de ce qui est visible visuellement. Après, tout ce qui est rôle, un Scrum Master, un PO, juste entendre ces noms-là, c'est aussi la partie visible de l'iceberg. Et donc si on prend que ce package visible, sans s'intéresser à comment ça fonctionne derrière, par le mindset, les principes, les valeurs, etc., on est plutôt dans la situation où on va utiliser une tronçonneuse sans le savoir. Moi, il ne faut pas me donner une tronçonneuse à moi, par exemple. Mais si on prend le tout, on a beaucoup plus de chances de ne pas faire tomber l'arbre sur la maison. Comment ça se manifeste également, cette histoire de sommet de l'iceberg? Eh ben, ça peut se manifester par des remarques et des phrases. Par exemple, on m'a dit « Ah oui, non, mais non, l'agilité, on a testé. On était tellement agile, on était vraiment un cran dans l'agilité qui était pas mal. On était 20 pendant les délits. Du coup, c'était pas efficace. Du coup, l'agilité, c'est pas ouf quand même. » Après, oui, c'est bien l'agilité, comme ça je vais pouvoir imposer à mon équipe enfin des changements tous les jours. Comme ça, je rentre, on fait des changements et ils acceptent. Super, on est super agile, c'est génial. Il y a des gens qui m'ont fait la remarque qu'ils étaient vraiment très paniqués par rapport au mot sprint. Des gens qui travaillaient énormément, 8h, 20h, et qui se disent « Ah merde, non mais je travaille déjà pas mal et tu veux que je sprint en plus de ça ». Donc courir très vite sur une période courte. Donc ils pensaient que c'était une task force des heures sup non payées. Et évidemment le cas extrêmement classique où Jean-Michel, chef de projet, on va lui faire passer une petite certif, il va devenir PO, et puis toutes les 2 semaines, il va faire le bilan d'avancement pendant le meeting de la revue de produits avec les développeurs, etc. etc. Donc ça, c'est compliqué, mais ça ne vient pas de nulle part. Et surtout, là, j'ai mis un autre iceberg ici, qui n'est pas tout à fait le même iceberg que tout à l'heure. C'est un autre type d'iceberg. C'est un iceberg qui dit que dans une entreprise, les process, les méthodes, la façon de fonctionner puisent leurs racines dans des comportements qui eux-mêmes puisent leurs racines dans des croyances. Être agile, ça veut dire on est 20 au délit, c'est une croyance. Et cette croyance-là, ce qui est assez particulier en termes de culture d'entreprise, c'est que ces croyances font partie d'une façon assez personnelle d'un individu. Donc quand on va vouloir modifier ces croyances-là, même sans s'en rendre compte, un individu va se sentir un petit peu modifié ou attaqué quasiment dans sa personnalité, dans son individualité. Alors, donc, je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Le mot agile regroupe énormément de choses, c'est un mot extrêmement galvaudé, ça crée énormément de confusion, surtout chez un client qui demande justement à s'améliorer, c'est-à-dire qu'en fait, il ne connaît pas. Donc c'est un frein à l'évolution, c'est un frein à l'amélioration continue. Comment on efface cette confusion? Deuxième point, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans une transformation, souvent, le problème, c'est pas forcément les process et les outils, mais c'est la façon dont on les utilise. Et ça vient toucher la culture, les comportements, les croyances. Alors comment on fait? Donc, si vous devez intervenir dans une équipe de 10 personnes, de 15 personnes, de 30 personnes, de 100 personnes, peut-être de 500 personnes dans des très grands groupes, eh bien évidemment, on ne va pas aller convaincre chaque personne, et surtout, la règle numéro 1 dans le coaching, c'est qu'en fait, fondamentalement, une personne ne sera jamais modifiée par quelqu'un d'autre. L'évolution se fera toujours d'une façon intrinsèque. Le rôle d'un coach, c'est surtout d'éduquer, de faire de la pédagogie, mais surtout de donner un espace dans lequel il est possible de faire une introspection et d'y trouver des solutions, et ensuite s'y modifier et de se tenir. Alors moi, j'aime énormément suivre ces 4 piliers qui me servent énormément et que j'utilise finalement dans toutes les missions, qu'elles soient agiles ou pas, transfo ou pas, même pour suivre une équipe de développement assez standard de produits numériques. J'aime beaucoup ces 4 piliers auxquels je me réfère énormément. Quel est le problème? On n'est pas agile, c'est pas un problème. Au secours, on n'est pas agile, ça veut rien dire, c'est pas un problème. C'est quoi le problème? Est-ce que votre problème, c'est que votre boîte va fermer? Est-ce que la moitié de vos personnes sont en burn-out? Est-ce que la moitié de vos personnes sont en démission? Est-ce que personne n'achète vos produits? Ça, c'est des vrais problèmes. Être agile, ça veut rien dire et c'est pas un problème.
Ne pas être agile, je crois que j'ai dit être agile. Surtout ensuite, ne pas courir dans les solutions, évidemment. Quelles sont les causes racines? Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas dans la pratique quand on a le nez dans le guidon. Tout simplement. Ensuite, autonomie et responsabilisation. Alors, dans 80% des cas, si ce n'est plus, quand un client, une entreprise, une équipe a un problème, les causes racines de ce problème sont dans l'entreprise, pas vraiment à l'extérieur de l'entreprise. Ça veut dire que c'est l'entreprise, c'est-à-dire les gens de l'entreprise, qui vont devoir trouver des solutions, les adapter et ensuite vivre avec. Et ne pas attendre que, on va dire, une intervention miracle modifie tout à leur place. C'est rarement un grand succès. Et évidemment, itérer, toujours réduire la boucle de feedback, tout simplement. Alors maintenant, un exemple de transfo. Donc c'est une entreprise industrielle pharmaceutique, donc très axée industrie. Il y a quand même une notion d'industrie 4.0, donc il y a énormément de compétences mélangées là-dedans. Une équipe d'environ 100 personnes et une dizaine de personnes dans le que dire. Donc leur cœur de métier, c'est la création d'une nouvelle usine de production de vaccins. Donc c'est un projet de gestion projet. Alors, contexte. Je ne vais pas vous faire immerger de mauvais souvenirs. J'ai une question pour vous. Vous pensez qu'en combien de temps on construit une nouvelle usine de fabrication de vaccins? En moyenne, en France. Très très vite. En standard. 2 ans, qui dit mieux? 5? On attend agile 3 mois. Alors, là, on parle d'un planning d'environ 8 à 10 ans. De scratch, from scratch, c'est-à-dire vraiment nouveau mur, nouveau sol, acquisition de terrain, etc. etc. quoi, tout. Donc il n'y a rien, il y a un champ de maïs et il y a une usine, c'est 10 ans. Bon, le time to market est assez élevé. Alors, on ne va pas parler beaucoup Covid. Maintenant, 2020, maintenant ici, le mot Covid, ça nous vient apporter un contexte. C'est-à-dire, on a besoin d'une solution tout de suite, évidemment. Et pas dans 10 ans. Autre information assez importante, dans la pharmaceutique en général, dans la production d'un médicament, le plus grand des dangers, le plus grand des risques, c'est quelque chose qu'on appelle la cross-contamination. En gros, c'est quand une molécule va dans le mauvais packaging. Donc si vous prenez du magnésium, du vitamine B, et qu'en fait dedans vous avez par erreur, je ne sais pas, un médicament contre le diabète, c'est très 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 grave. Le plus haut risque, c'est évidemment mort d'homme. C'est pas drôle du tout. Donc surtout s'il y a un batch de contaminés, c'est mort de beaucoup d'êtres humains. Donc c'est extrêmement, excessivement grave. Pas drôle du tout. La solution en face de ça, c'est une ligne de production égale une molécule, point. Comme ça, on limite le risque. Maintenant, dans ce contexte mondial, une nouvelle technologie a vu le jour, c'est la possibilité que sur une seule ligne de production, on puisse y mettre plusieurs molécules, notamment dans la production de vaccins, pour pouvoir s'adapter plus rapidement au marché, réduire son time to market. Donc c'est une technologie qui est quand même assez neuve dans le monde. Voilà. Ensuite, besoin client. On va quand même construire une usine, on va quand même couler du béton, etc. Ok, mais aujourd'hui, nos spécialistes, qui sont extrêmement compétents, qui savent très très bien tout faire ça, par contre, ils ne savent pas faire cette nouvelle technologie. Donc, on a un besoin d'adaptation. Et en fait, l'entreprise, ici, le client a compris qu'il fallait en fait un switch et de l'aide vraiment dans la modification de la vision des choses, vraiment de la culture, du mindset, pour pouvoir voir les choses autrement et travailler un peu différemment, pour justement accueillir ce changement. Tout en gardant évidemment la sécurité et de l'anticipation sur certains éléments, par exemple qui sont liés à du réglementaire, sur lesquels on ne peut pas trop jouer à de l'expérimentation, quoi. Donc les contraintes sont énormes, les technologies sont mal connues, des délais très serrés, etc.
Par contre, il y a une force, c'est des individus extrêmement compétents, super motivés, la crème de la crème, vraiment un plaisir de travailler avec ces gens-là. Et surtout, alors vraiment pour moi ça c'est un point d'or dans tout ce qui est transformation, accompagnement, c'est le management qui est conscient de la valeur de la culture et de la valeur de cette modification et la valeur du temps accordé à cet accompagnement. Faiblesse, en fait, on a une culture très très implémentée du bon du premier coup. Forcément, il y a le produit qui se transpose en fait dans la culture interne de l'entreprise. Et par exemple, quand on écrit un document, il faut qu'il soit bon du premier coup. Et ça allonge énormément la boucle de feedback. C'est-à-dire qu'on va vraiment réfléchir à 15 fois avant de donner un livrable, même en interne, à ses collègues. Ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, c'est dans ce contexte-là aussi où les gens en fait, de cette industrie étaient extrêmement éloignés de tout ce qui concerne l'agilité. Donc c'est là aussi où ce mot agilité, moi je suis venu avec coach agile sur le front. Voilà, c'était vraiment, j'étais père fouettard quoi. Je faisais littéralement peur peut-être à certains. Je pense que certains étaient contents et d'autres s'inquiétaient énormément. Donc la première chose à faire, c'est vraiment du damage control en fait. Non, un sprint, c'est pas un task force imposé avec des heures supplémentaires pas payées. C'est pas du tout, je suis pas du tout là pour ça. Mais aussi, de l'autre côté, du côté des donneurs d'ordre, aussi des douches froides. Ça, c'est normalement, c'est vraiment le b.a.-ba, hein, c'est donner des douches froides. Non, la fée agile, ça n'existe pas. Donc, si vous avez des problèmes assez grossiers de ressources, de compétences, de budget, et si vous voulez tout changer tous les jours, non, ça ne sera pas ça, et je ne vous apporterai pas ça. Plus, comme j'ai dit tout à l'heure, la plus grande majorité des causes racines et des problèmes que vous avez et que vous devez répondre sont en fait dans vos process. Donc je vais vous faire travailler. Ça c'est une chose. Une deuxième chose, j'ai été coach agile / PMO, Project Management Office. Donc je m'occupais d'une certaine partie. En fait c'est une espèce de secrétariat de project management. Et donc on avait énormément d'ateliers, de participatifs pour tout simplement non pas faire la transformation en elle-même, mais faire le boulot de travailler le design des plans, etc., choisir la technologie, etc. Donc leur cœur de métier, quoi. Une étape extrêmement importante, c'est dès qu'on entend le mot agile, stop. Patrick, tu dis ta proposition n'est pas agile, est-ce que tu peux reformuler s'il te plaît en supprimant le mot agile? Ok, en fait ta proposition ne prend pas compte le fait que dans la dernière réunion on n'était pas d'accord sur X et que Micheline elle est absente en congé demain. Ok, rien à voir avec l'agilité en fait. Notre planning n'est pas agile, encore une fois si on reprend ça, notre planning il ne prend pas en compte, ou alors au contraire il ne prend en compte que la théorie numéro 1 et la théorie numéro 2. Voilà, rien à voir avec l'agilité, ça sert à rien. On doit être agile face au changement, alors je le répète cela parce que je l'ai beaucoup entendu. Quelqu'un qui veut tout simplement qu'on surréagit, qu'on adapte, qu'on change tout le temps. Ça va pas non plus. Ça fait partie vraiment du travail de tous les jours, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années s'il le faut. Mais ça a été assez vite pris. Premier pas. Donc, comme je disais, c'est quoi les problèmes? En général, il faut creuser, il faut faire des ateliers pour savoir c'est quoi les problèmes. Il faut aussi se mettre d'accord ensemble sur c'est quoi un problème et pourquoi c'est un problème. Une façon assez, on va dire, du type audit, une approche du type audit, on peut aller très vite déjà rencontrer les premiers soucis que les gens ont. Et le premier souci, c'est un manque de communication, comme souvent. En tout cas, ici, c'était le cas. Donc des dépendances fortes, des métiers silos, et surtout, on avait donc ce codir de 10 personnes sur 100 personnes qui ne trouvaient pas le temps de se rencontrer efficacement. Ici aussi, j'ai écrit une culture de punition et de honte si tout n'est pas parfait tout de suite. Ça crée énormément de friction, de tension, et justement, ça limitait les réunions. C'est-à-dire, non, je décale ma réunion parce que j'ai pas fini, par exemple. Donc, premier problème, une petite solution, une seule. On a injecté une seule bonne pratique. On a dit, et si on ferait la rétrospective de ces 2 derniers mois? Alors pourquoi 8 semaines? Parce que voilà, pour eux c'était plus compliqué de faire 4 semaines, encore moins 2 semaines ou 1 semaine. On va faire le bilan de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. On va voir si on s'attendait à ce que ça se passe comme ça ou pas. Est-ce que vous êtes satisfait, vous n'êtes pas satisfait? Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment on se projette sur la suite? C'est une façon déjà de leur donner une pause, un moment de réflexion, un moment aussi d'expression, parce que quand
tu as le nez dans le guidon, on passe à côté de beaucoup de choses et on n'a pas forcément une réunion entre 8h et 20h associée, attitrée à ça, à cet échange-là. C'était aussi une façon de montrer que en fait, c'est super dur de prévoir et qu'il y a énormément d'imprévisibilité, encore plus qu'ils le pensaient. Et donc, il va falloir, par une façon itérative et adaptative, au moins en prendre conscience et au moins l'accepter. L'anticiper peut-être, au moins l'accepter. Ensuite, on déroule le fil. Donc là, on a donné un espace pour un problème qu'on a déclaré étant majeur. Quand on déroule le fil, on voit en fait que sur les 100 personnes, il y a une équipe particulièrement qui est en détresse. Encore un problème de communication, d'aide, d'organisation, etc. Et c'était devenu un petit peu un chantier pilote. On ne pouvait pas faire des listes, c'était trop. En plus, de toute façon, c'est une équipe stylotée métier, hein, donc on était encore loin du cross-fonctionnel, etc. On a fait, au lieu de faire un daily, on a fait un weekly. On s'adapte au client par rapport à sa capacité, etc. Et en fait, on a juste injecté ça, et on a duré comme ça pendant plusieurs semaines. Juste ça. Et c'était pas facile, parce que déjà, le concept de faire réunion pour faire le bilan, ils savent pas quoi vraiment dire. Pendant les weekly, comme la parole se délie, ça prend énormément de temps, il y a des conflits, etc. Donc ça dure plus d'1 heure, et donc il faut vraiment accompagner assez fortement déjà sur ces deux pratiques. Mais ça a porté ses fruits. Pourquoi? Parce qu'en donnant ce temps d'échange et de résolution de problèmes, finalement, au cours des rétrospectives, et à force de faire parler les gens ensemble sur comment est-ce qu'on va s'améliorer, de même, évidemment avec des directions un petit peu insufflées, de même ils se disent « Ah ben tiens, mais en fait, on se rend compte que si on a des problèmes à s'organiser, à se voir, c'est peut-être parce qu'on est... moi, je suis dans mon équipe métier, mais la plupart des gens avec qui je travaille, c'est pas les gens de mon équipe métier, c'est des gens avec qui je travaille autour d'une fonctionnalité précise du plan. Donc peut-être pourrait-on s'organiser autour de fonctionnalités, et non pas autour de métiers. » Et ça, naturellement, c'est venu un petit peu organiquement, plus avec l'aide on va dire des bonnes pratiques agiles, un petit peu insufflées de façon subtile à gauche à droite. Et ça, c'était vraiment une énorme victoire. Parce que si j'étais venu quelques semaines auparavant en disant ah, on va tout changer, on va se réorganiser, on va tout complètement changer de team lead, on va faire ça comme ça, on m'aurait juste regardé en me disant madame, votre mission est terminée. Là, on a une réelle compréhension intrinsèque et une motivation intrinsèque de la part des gens à vouloir passer d'un type d'organisation vers un autre. Et ils sont prêts à accorder du temps là-dessus, et ça devient un besoin. Donc ça aussi, ça a pris plusieurs semaines à se concrétiser, etc. Et quand ça a commencé vraiment à se concrétiser, à avoir nos nouvelles équipes, etc., on a fonctionné un petit peu avec les nouvelles équipes, dans lesquelles on a pu injecter des petites rétrospectives et des petits weekly, juste ça. Et là, en fait, du coup, les équipes elles-mêmes remontent des nouvelles difficultés, c'est-à-dire mais en fait, déjà, on a énormément de dépendance entre les équipes. Il y en avait déjà à l'époque, mais là, en fait, c'est juste beaucoup plus visible et beaucoup plus adressable. Ensuite, le suivi des tâches, le suivi des livrables, comment on s'organise, etc. Encore une fois, ça paraît soit facile, soit super compliqué, mais c'est une victoire incroyable. Parce qu'en fait, déjà, il y a eu une acceptation de ce nouveau mode d'organisation, finalement, donc d'équipe autour d'une fonctionnalité, d'un plan, ou d'une technologie, et non pas juste équipe métier. Et en plus, ils considèrent que oui, en fait, on doit être le plus indépendant possible, en fait. On doit nous déléguer du pouvoir, on doit être cross-fonctionnel et autonome. Donc c'était en fait émis de la part des équipes, et non pas imposé parce que c'est agile, mais ça a été émis des équipes comme étant quelque chose de logique, et comme étant quelque chose dont ils ont besoin pour être plus efficaces. Donc voilà, le bénéfice, c'est un besoin naturel de répondre aux problèmes. Et donc, leur disponibilité pour continuer à travailler et leur accorder la résolution de ce problème-là. Etc., etc., etc. Donc là, la logique, elle est, on va dire, donnée par cet espace, ces ateliers, et surtout donner le temps de se réadapter. Donc 1 an plus tard, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ce qui compte ici, c'est la plantation des graines. Donc comme sur l'image ici avec les enfants,
On a des enfants en fait, qui jouent, qui bougent, et surtout les enfants qui forment eux-mêmes leur cadre de jeu. Et on sait, par cette image, on imagine que y a un garçon et une fille qui se tiennent les bras, mais en fait demain ça sera un autre binôme qui va se tenir les bras, etc. Et ça va changer. Et c'est eux-mêmes qui le font. Donc c'est-à-dire que moi, quand je suis partie de la mission, j'ai posé une question à une nouvelle team lead du coup. Bon, bah, quand je vais partir, est-ce que vous allez continuer à faire vos rétrospectives? Et on m'a regardé avec des yeux extrêmement étonnés. Bah oui, pourquoi tu me poses la question? Enfin, et et j'étais très satisfaite de cette réponse parce que ça veut dire qu'en fait, ils le faisaient pas forcément parce que Elisabeth, la coach agile, a dit qu'il fallait faire ça parce que c'est agile, mais ils ont dit bah oui, mais finalement, on a besoin de faire le bilan en fait de ce qu'on fait et même peut-être qu'on va raccourcir. La boucle, on ne va pas faire sur 2 mois, mais peut-être pour 1 mois, ça sera déjà bien. Et si on peut le faire sur 2 semaines, c'est super. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi en tant que coach, qui ne va pas passer 10 ans, 15 ans chez un client. Et du coup, on n'a pas beaucoup parlé agile. À force de réduire ce mot et le remplacer par d'autres, et en fait cibler les problèmes et les solutions en face, ça baisse la résistance au changement. Ça augmente la probabilité de faire des actions qui font sens. Il n'y a pas de parasitage cargo culte, parce qu'on ne va pas s'approprier un outil qui a l'air super bien, mais on va répondre à un besoin. C'est très très proche de l'approche produit finalement. Hein. Faire une bonne feature, faire un bon produit, c'est surtout régler un problème, c'est pas juste se faire plaisir avec une nouvelle fonctionnalité qui est jolie. Et voilà, émergence naturelle et profonde des valeurs agiles, c'est-à-dire la collaboration client, la collaboration, la relation humaine, plus que le process, il était complètement touché juste à des rétros. Et ça, c'est quand même sympa. Et les bonnes au bon moment. Donc là, on ne parle pas d'adaptation d'un framework agile. Là, dans une équipe qui est surchargée, qui a énormément de contraintes, rajouter un autre projet d'adaptation de nouveaux frameworks de travail, on est presque certain que c'est voué à l'échec. Donc là, vraiment, on prend juste les bonnes pratiques de l'agilité pour répondre à leurs besoins, à leurs problèmes, pour qu'ils se sentent mieux dans leur travail. Et au bon moment. Donc comme je le redis, je réinsiste là-dessus. S'ils ne sont pas prêts pour être organisés autour d'un produit, ça ne sert à rien de les forcer dessus. Alors que là, on a réussi à le faire via on va dire une continuité d'atelier, une continuité de résolution de problèmes, et c'est venu d'une façon, on va dire, organique. Les choses sont pas si faciles que ça. Alors là, c'est une présentation. Mon objectif, c'est de la faire la plus linéaire possible, la plus synthétique pour vous adresser un message, le message que j'ai envie de partager. Maintenant, il y a évidemment des hauts et des bas à gogo, comme dans toute mission finalement. Donc là, je vais juste donner un tout petit peu de temps pour parler des difficultés rencontrées. Première grosse difficulté, c'est le client qui est super motivé, mais il n'a pas le temps. Donc pas de formation. Et ça, c'était compliqué, parce qu'il fallait quand même expliquer des choses un minimum aux gens, mais tu n'as pas le temps pour les formations. Donc là, la solution que j'ai dit, c'est que vous faites ce que vous voulez, mais moi, je mets à disposition toutes les semaines un créneau où je fais la même formation, j'ai fait une petite formation d'1h30. Vous venez pas, moi je la donne à disposition, et ceux qui peuvent, ils viennent. Ça a marché. Pareil, il faut donner du temps, mais ça a marché parce qu'il y en a un qui vient, un deuxième qui vient et dit ouais c'est sympa, je vais dire à machin de venir, et organiquement ça prend. Ah oui, le codir du coup, donc encore une fois, 10 personnes sur 100, quand on leur pose la question c'est quoi le bilan des 2 derniers mois, c'est compliqué. Il faut prendre beaucoup de temps pour finalement faire le tour des personnes concernées, des spécialistes, des experts, pour leur demander et recueillir les informations. Apporter les informations, les mettre dans un bon klaxoon ou un Miro, et ensuite les donner au codir. Parce que c'est vraiment, finalement, ça montre aussi qu'ils n'avaient pas vraiment le temps de voir ce qu'il y a sur le terrain. Donc en rétrospective, ils disent « Ah oui, finalement, il s'est passé ça et ça et ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire mieux, etc. » C'est pour ça que ça a mis du temps juste à mettre, par exemple, une rétro. En weekly, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, comme c'est une nouvelle, dire la seule opportunité de s'exprimer, eh ben il y a tout qui ressort quoi. Donc ça dépasse on va dire les limites d'une réunion standard, mais ici là ce qu'on a fait, la préconisation, c'est juste laisser décanter, libérer un peu la parole, donner de l'écoute, accepter que oui donc ça va pas, ça va pas, on peut pas régler tous les problèmes tout de suite, mais on l'a entendu.
et d'une façon organique, semaine après semaine, normalement ça se calme. Et ensuite, progressivement, on ramène un petit peu le sens dans la réunion. Les coups de feu, donc on est en mode pompier, très 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 en mode pompier. Donc des fois, tout ce qui est atelier lié à la transformation elle-même, c'est en pause. Donc le boulot de coach, des fois, a été mis en pause. Et c'était un petit peu, voilà, c'est un peu compliqué à gérer. On ne se décourage pas et du coup, on reprend sa casquette un peu PMO, où finalement, on est sur le terrain, au cœur de l'action et au cœur des problèmes, en train de suivre les actions que les gens doivent faire. L'avantage d'être un petit peu moins coach, un peu plus PMO, c'est qu'on est justement au cœur du terrain et on a une certaine légitimité et on crée du lien avec les gens. Le désavantage, évidemment, c'est que en fait, on perd la prise de recul, on est plus la tête dans le guidon, et ça, c'est très compliqué quand on est coach, qu'on veut assister et accompagner une équipe. Il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul et un certain écart pour avoir un petit peu les idées un peu plus claires et puis pouvoir en fait apporter justement du sens un petit peu plus théorique. Donc, compliqué, mais utile de peut-être jongler entre les deux si possible. Là, clairement, c'est un choix. Hein. C'est un choix, c'est un parti pris d'être coach dans ces conditions-là. C'est pas extrêmement standard. Alors là, il y a beaucoup de texte. Faut me regarder, moi. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas complètement dit agile, c'est-à-dire quand on construit un immeuble, à un moment donné, on coule du béton, on pose des murs et on ne peut pas itérer sur les tonnes de béton coulé au sol. À un moment donné, il faut prendre des décisions et les acter. Donc là, c'était la limite, on va dire, de ce mindset dit agile, et il faut quand même qu'il y ait de l'anticipatif. Pareil pour des pièces en métallique spécifiques rapportées de Chine sur un bateau, et ça dure 8 semaines, donc on ne peut pas trop itérer et faire des bêtises sur des pièces qui coûtent très cher et qui mettent énormément de temps à se faire fabriquer. Donc là, la mentalité, c'est on essaye de mettre un maximum d'itératifs, réduire un maximum la boucle de feedback dans la partie design. Et encore une fois, s'organiser autour de fonctionnalités ou de dits produits dans le design. Et quand je dis design, c'est le design, par exemple, des plans de l'usine. Et un autre souci, alors celui-là, il peut être peut-être un petit peu étonnant dans un cadre de transfo agile, mais ça, je le vois aussi chez beaucoup de clients. On parle beaucoup agile, mais on ne parle pas beaucoup waterfall, mais un bon waterfall. Et dans certains cas, un bon waterfall, c'est aussi un bon planning quand il le faut. Donc quand il le faut, on ne peut pas se dire, bon, de toute façon, on est dans une transfo, donc on va complètement juste ne pas avoir de planning. Ça, c'est un problème aussi, surtout que si la transformation n'est pas terminée. Donc, alors c'est un petit peu rigolo, mais dans ma posture de coach, j'ai dû dire, non, attendez, mettez une personne compétente dans la gestion de projet pour assurer la sécurité de certaines parties de votre projet, et on ne va pas mettre en combat certaines choses. Et cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Je regarde un petit peu là. 38. Attendez. Donc le takeaway, il est assez simple. Si dans vos discussions, quelle que soit votre discussion, vous avez envie de dire agile, maîtrisez-vous, ne dites pas ce mot, et obligez-vous à dire autre chose à la place. Ensuite, si vous avez du mal à faire ça, si par exemple dans une équipe, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et vous avez envie de dire ouais mais c'est pas agile, etc., eh ben concentrez-vous sur le problème à résoudre. Et encore une fois, ne pensez pas solution tout de suite, pensez cause racine. Seulement après, pensez peut-être solution. Et là, vous pouvez un petit peu puiser vos connaissances sur le craft, sur le DevOps, sur l'agilité, toutes les bonnes les choses qu'on aime bien. Ensuite, pas d'usine à gaz. On préfère avoir 60% tout de suite que 100% jamais, dans l'objectif de itérer. Voilà. Donc si en takeaway, je pouvais juste passer ça, prenez ceci. Merci à vous, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Je dirais que non. En tout cas, je suis disponible si vous me trouvez. C'était très clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Présentation.